Donc, Monsieur l'évêque, est-ce qu'on peut espérer vous... Il a raccroché. Et d'après moi, c'est Samuel qui a mis la photo de moi sur les réseaux sociaux. J'ai une enseignante aussi ce matin, Catherine, qui a reçu ça par texto. Ah ouais? Et elle est pas mal certaine que c'est Samuel qui a mis ça en ligne. Ouais, je pense qu'il va falloir qu'on en parle à son père à la rencontre ce soir. Vous allez rester avec moi? Ah oui, sans problème. Merci. C'est pas la première fois que je vis une situation comme celle d'Andréane avec Samuel et ses parents. Les commentaires dénigrants sur Rate My Teachers, les multiples appels téléphoniques agressifs et de mauvaise foi. C'est pas chose courante, une chance, mais ça arrive. En plus de nos jours, c'est tellement facile pour les élèves de se défouler en ligne sur les réseaux sociaux. Ils se rendent pas compte de l'effet qu'ils entraînent de cette façon-là. Il y a une particularité dans ce que Daniel évoque ici, là, en termes d'agissement, c'est que tout se passe dans le monde virtuel. Médias sociaux, Internet, textos. Pourtant, les effets peuvent être très concrets et réels, pas virtuels, sur les gens qui sont ciblés par ça, en l'occurrence là, des enseignants ici. Du point de vue du harcèlement, est-ce que ça fait une différence que les gestes se passent donc dans le monde virtuel plutôt que dans le monde réel pour l'employeur puis ses obligations? C'est une bonne question. Il est vrai qu'au moment de l'adoption des dispositions en 2004 en matière de harcèlement psychologique, l'ensemble des politiques des différentes organisations faisaient abstraction de cette notion qui était beaucoup moins présente. Or, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec le développement des moyens technologiques très présents, la question du cyberharcèlement est devenue très souvent tout aussi préoccupante et réelle que le harcèlement qui est fait en présentiel. En plus, avec une capacité de diffusion des messages qui est beaucoup plus grande, donc d'atteinte à la réputation, d'atteinte à la dignité, puis on sait que l'atteinte à la réputation est une forme également d'harcèlement psychologique. Donc oui, l'employeur a la responsabilité d'identifier et de faire cesser toute conduite vexatoire, qu'elle se manifeste de manière virtuelle, tout autant qu'en présence des parties. L'important, selon moi, c'est d'être proactif. C'est d'agir rapidement et directement avec toutes les parties impliquées et d'ouvrir un dialogue constructif. On se fait souvent une idée dans notre tête de ce type de parents-là, mais vous seriez surpris de voir à quel point, quand on prend le temps de leur faire de la place et de les écouter convenablement, bien, souvent, ils ne sont pas de mauvaise foi. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être ici ce soir. Là. Vous savez, avec le père de Samuel, ça peut être un peu stressant. Il y a beaucoup de pression, je pense. Oui, un peu, mais je vous avouerai que je suis un peu nerveuse. Il n'y a pas de souci. Et bonsoir, monsieur. Pas besoin de te remercier. Hein? Moi, je suis ici à soir pour qu'on m'explique comment c'est possible de faire passer sur le dos de mon fils des messages qui viennent d'un compte anonyme. On a déjà des problèmes, Samuel. Il n'y a pas besoin de ces niaiseries-là. Hein? Monsieur l'évêque, avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais que tout le monde ici ce soir se parle avec respect. Nous sommes tous là pour faire la lumière sur la situation et trouver des solutions pour que Samuel passe une belle année scolaire. Donc, nous aimerions vous entendre, à savoir, qu'est-ce que votre enfant vit en ce moment? C'est pas facile pour lui. Il vit de l'intimidation. Il vit une situation d'accusation qui est extrêmement difficile à prouver. C'est une situation qui est un petit peu intenable pour un petit bonhomme comme lui. Et on sent qu'il n'y a pas beaucoup d'empathie, en fait, de la part du personnel de l'école. On n'a pas eu de version de Samuel. Nous, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu une intervention anonyme, donc on ne sait même pas d'où elle vient, cette intervention-là. Mais nous, dans un premier temps, ce qu'on aimerait, c'est que Samuel, lui, explique son point de vue et vienne nous parler, parce qu'il n'a toujours pas parlé à Andréane de ce qui se passe. Alors, on n'en sait rien. S'il faut qu'il vienne avec vous pour le rassurer, ça va nous faire plaisir. Donc, il faut trouver d'où vient la problématique et ensuite, on va pouvoir aviser. Et je vous le promets, on ne vous laissera pas dans le vide, ça, c'est sûr et certain. On vient de voir Andréane qui manifeste un certain stress à l'idée de rencontrer le père de Samuel. Elle demande l'aide de son directeur, Daniel, qui accepte. Donc, ils ont manifestement à anticiper une rencontre qui pourrait être difficile. Comment doivent-ils se préparer? Est-ce qu'il y a des trucs, des bonnes pratiques pour se préparer à une rencontre difficile dans un contexte comme celui-ci? Certainement. Je pense qu'il faut se projeter un peu l'état d'esprit possible de notre interlocuteur, en l'occurrence le père de Samuel, qui
en colère. Je pense qu'on peut le dire de cette façon-là. Puis moi, une image que j'aime bien, c'est de me projeter là, une espèce d'iceberg. Hein? Quand une personne est en colère, la personne, elle est souvent ce qu'on appelle positionnelle. Elle va arriver avec une charge et des exigences. Elle va demander. Puis quelque part, dans le fond, le père de Samuel, il va être exigeant à dire « Ne jugez pas mon fils, ne le laissez pas tomber ». Tu sais, il va avoir une partie qui est très revendicatrice. Alors, l'exercice préparatoire, c'est d'essayer de s'imaginer derrière tout ça, qu'est-ce qui se cache? C'est des besoins. C'est ça qu'il y a en dessous des positions. Encore une fois, on peut essayer de se mettre dans la peau, c'est un exercice d'empathie hein, qu'on fait là, se mettre dans la peau du père de Samuel, puis d'essayer de s'imaginer c'est quoi les besoins en ce moment qu'il a par rapport à son fils, par rapport à l'école, le traitement de l'école vis-à-vis de son fils. Moi, je trouve que probablement, si on se met dans sa tête, on se dit il doit vouloir que l'école lâche pas son fils, c'est « aidez-moi ». Puis tu sais, une autre façon, quand la conversation va s'engager, c'est vraiment d'essayer de reprendre les mots du père de Samuel, tu sais. Il dit que son fils a de la misère à se faire des amis, de la misère dans ses relations sociales. C'est là-dessus qu'on va aller créer une alliance. De refléter les sentiments qu'il exprime, de les identifier correctement. Exactement. Plutôt que de s'arrêter à son côté très revendicateur. Le dialogue, il faut qu'il se passe comme à un autre niveau. Puis là-dessus, on va essayer de trouver un territoire commun. C'est intéressant, tes propos me rappellent là, les principes de base de la négociation raisonnée. Hein? Tu te rappelles ces principes dégagés par les auteurs Fisher et Ury là, en 1988 là, dans la négociation raisonnée. Et le premier principe, souvent dans une négociation comme celui-là, c'est d'être dur avec le différent, mais doux avec les personnes. Hein? Ce que ça veut dire, moi j'aime beaucoup me rappeler ce principe, ça veut dire qu'on n'est pas là pour tenter de concilier les positions, certainement pas amoindrir les émotions, les sentiments. Hein? Dans ce cas-ci, le père de Samuel a un besoin qui lui est exclusif, mais qui est tout à fait légitime et authentique, celui d'assurer une bonne éducation à son fils, malgré certains comportements perturbateurs qu'il peut avoir. Ouais. Évidemment, la position qui est exprimée par le directeur, Daniel, il dit qu'il est pris dans un carcan législatif où il doit à la fois assurer l'éducation de Samuel, mais assurer un milieu de travail sain et un milieu d'études sain pour l'ensemble. Et ce devoir, il ne peut pas le diluer. Donc, il faut trouver, dans le fond, une façon de créer, hein, d'être dur avec le différent. Donc, on ne peut pas concilier ces positions-là, mais il faut le faire dans le respect, en étant en mesure de se mettre à la place de l'autre. Moi, j'aime bien me dire, l'essentiel, c'est d'arriver à reconnaître la légitimité d'un point de vue différent du mien. C'est un exercice, hein? Oui, je ne partage pas ta position, mais je la comprends bien. À partir de cette première étape, c'est de faire cette transition d'une phase souvent hein, de divergence entre des positions distinctes vers une phase de convergence où on identifie quels sont nos besoins de part et d'autre. Et manifestement, on retrouve chez tous les individus des besoins qui sont communs. Puis dans ce cas-ci, hein, le besoin d'intégration, le besoin de développement, le besoin évidemment d'assurer le développement de l'éducation de Samuel. Et même de sa sphère sociale, sa difficulté à se faire des amis, puis tout ça, puis le fait que c'est peut-être à l'origine aussi de ces comportements perturbateurs, là. Effectivement. Donc, c'est une bonne démarche. Puis, on va voir, certainement que dans l'évolution de la situation, je pense qu'on le voit dans la vidéo, lors de la discussion entre le père de Samuel, Andréane et Daniel, qu'ils vont maintenant rechercher des solutions qui vont être à bénéfice mutuel, qui vont satisfaire ces différents besoins-là et qui vont pouvoir formuler dans le cadre d'engagements qui seront réalistes, durables et qu'ils pourront suivre tout au long de l'année scolaire là, pour s'assurer que cette entente-là est durable. C'est parfois difficile de départager le parent déraisonnable du parent qui a effectivement une bonne raison de se plaindre de quelque chose. Le parent qui fait ça a un besoin. Il a besoin d'être entendu, d'être écouté convenablement. Les critiques des parents sont parfois légitimes, voire fondées. En ce temps-là, nos pratiques de gestion doivent s'adapter et être flexibles pour aviser la situation et tenter de trouver une solution acceptable pour tous. Nous, on est dans une école publique. Je me retrouve donc dans un carcan législatif entre mon obligation de fournir un milieu de travail sain à mes employés et mon obligation de fournir un service public aux résidents du secteur.
Quand les histoires dégénèrent entre les enseignants et les parents, moi, ce que je fais, c'est que je demande aux parents de ne plus communiquer avec le dit enseignant et de passer par moi uniquement pour tout problème ou insatisfaction. Mais je me dois de rester ferme, cependant, pour tout ce qui est notion de civilité et de respect envers tout mon personnel. Ce qu'on remarque jusqu'à maintenant, c'est que Daniel, il s'implique beaucoup dans la gestion des événements qui se passent là, du côté d'Andréane. Donc, il participe aux rencontres, puis tout ça, alors que les événements concernent un élève et même le père d'un élève, donc un tiers à l'organisation. Si on analyse la situation du point de vue là, du harcèlement et des obligations de l'employeur et donc de Daniel, jusqu'où il a à s'impliquer dans cette situation-là? Écoute, Daniel fait très bien de s'impliquer de la sorte, hein, parce que son obligation d'assurer un milieu de travail sain à tous ses employés, elle est au même niveau que le harcèlement provienne de l'interne, de la part d'un autre employé, ou de l'externe, de la part d'un élève ou de la part d'un parent. On dit souvent que l'obligation de l'employeur est une quasi-obligation de résultat d'agir sur les facteurs de risque qui pourraient être susceptibles d'escalader et de devenir du harcèlement psychologique. Donc, son obligation, elle est très importante. Dans ce cas-ci, elle est rendue encore plus difficile du fait que Daniel n'a pas de pouvoir de contrainte à l'égard du père de Samuel, notamment, d'autant plus qu'il est dans ce qu'il appelle un carcan législatif entre son obligation d'assurer des services éducatifs à Samuel et son obligation de protéger ses employés. Donc, il a cette obligation d'intervenir avec tous les moyens qui sont à sa disposition. Or, dans ce cas-ci, le seul moyen qu'il utilise est le bon, c'est-à-dire qu'il s'assure que toute communication qui pourrait avoir lieu entre le père de Samuel et la professeure passe par lui, et donc il s'implique directement, un peu comme un écran de protection pour protéger son employé. Moi, c'est ça ma philosophie. D'être à l'écoute de façon authentique et de recevoir les sentiments de ces parents-là pour déceler leurs besoins sous-jacents. C'est sûr qu'il y en a des parents qui n'ont pas d'allure, mais souvent, c'est pas leur revendication qui est le plus important pour eux, mais le sentiment d'avoir été entendus et traités adéquatement, autant pour eux que pour leurs enfants. Si on traite leurs problèmes avec sérieux et respect, et qu'on leur démontre que c'est aussi important pour eux que pour nous, bien, alors ils deviennent un allié dans le règlement de la situation problématique et non pas un obstacle. Je suis bien content de la tournure des événements avec Samuel. Et la communication se fait nettement plus facilement maintenant entre M. Lévesque et Andréane. Et Samuel semble mieux dans sa peau. Il y a même des meilleurs résultats.